Là. Merci beaucoup, Madame Alami Fatem Zahra, pour cette entrée en matière. Rassurez-vous, alors je vais appuyer sur démarrer et avoir mon prompteur devant moi, comme ça je m'arrête pile poil aux 15 minutes. Mesdames et messieurs, merci pour l'invitation, merci Ustad Saouri pour votre belle invitation de m'associer à ce débat et je m'adresse aussi au professeur Ba Mohamed pour m'avoir autorisé à intervenir en premier. Il était mon professeur de droit constitutionnel et je lui rends un vibrant hommage. Il faut respecter les traditions universitaires. Voilà. Merci. Alors, je vais faire un peu en style télégraphique pour aller vite en besogne, vous épargnant des considérations globales, générales que vous connaissez déjà. Mais vous savez, et d'ailleurs, tout à l'heure, je lisais une belle note du Policy Center for the New South. Monsieur l'ambassadeur Siloulishki, je vous en félicite puisque vous avez aussi assouvi quelques curiosités intellectuelles sur la portée de la résolution 2797, celle du 31 octobre dernier. Je commencerai par cette formule. En fait, c'est un paragraphe et je ne cherche absolument pas à provoquer l'assistance, mais vous savez, je suis un juriste et j'aimerais aller directement droit au but. Premièrement, on a cette phrase, ce paragraphe qui revient comme un leitmotiv depuis 2007, à savoir que les membres du Conseil de sécurité œuvrent pour aboutir à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable, qui puisse assurer l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Je ferme les guillemets. Alors, exactement. Alors, évidemment, on n'est plus dans la logique de 2007 jusqu'à 2024, lorsque les membres du Conseil de sécurité louaient les efforts crédibles et sérieux déployés par le Maroc. On est dans un autre palier, une autre dimension, sur le plan du paradigme dans lequel, d'ailleurs, on verra après que ça va occasionner des changements progressifs, mais il faut laisser le temps au temps. Et les juristes savent très bien que la coutume gagnerait en clarté, en généralisation, quand elle réunit tous les éléments nécessaires, notamment l'élément psychologique, c'est-à-dire l'opinion juriste, et l'élément matériel, c'est-à-dire une fois n'est pas coutume. Ensuite, le Conseil de sécurité invite les parties prenantes. Alors, par parties prenantes, pour que nous soyons très clairs là-dessus, il s'agit d'abord du Maroc, du Polisario, plus l'Algérie et la Mauritanie, ça c'est important, ça a été dit et redit plusieurs fois. Et j'aimerais rapidement, en style télégraphique, m'exercer à une sorte d'exercice de prospective juridique. En quelques points que je vais discuter ou présenter avec vous. Premier point, pour combien de temps encore, peut-être des années, le conflit autour du Sahara, marocain évidemment, demeurera pendant au sein de l'ONU. Alors quand je parle de l'ONU, effectivement, il y a plusieurs institutions. Il n'y a pas que le Conseil de sécurité avec ses 15 membres, 15 membres, c'est-à-dire 5 membres permanents et 10 membres qui ont le statut d'un membre non permanent. J'ai vu la prochaine configuration, on verra la participation de pays comme par exemple le Libéria, comme la République démocratique du Congo, comme le Bahreïn, et déjà les dés sont jetés pour anticiper sur la résolution de 2026. Ça, c'est ma première question. Deuxième point, la résolution 2797 donne-t-elle un avantage au plan marocain d'autonomie qui initialement portait l'intitulé d'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie au Sahara, évidemment sous souveraineté marocaine? La réponse, à mon avis, est nuancée. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la résolution, dans ce texte, plusieurs aspects contradictoires. Néanmoins, devrions-nous voir ici le début d'un changement significatif qui, sur la base de résolutions sur le terrain, quand je dis, pas de résolution, pardon, sur la base de résultats sur le terrain, la question des pourparlers, remarquez, j'évite le terme négociation, parce que les pourparlers, mushawarat, négociation suppose qu'il y a déjà préalablement un programme ou des points qui sont à l'ordre du jour pour pouvoir aller directement sur des questions substantielles, comme l'inviter le Conseil de sécurité à travers ses multiples résolutions. Quid de l'attitude de l'Algérie? Très contradictoire, M. Attaf, on l'a suivi hier dans un débat télévisé dans lequel il a essayé de justifier la position de l'Algérie qui, rappelons-le, l'année dernière n'a pas pris part au vote. En 2025, c'est rebelote, donc elle boude plus ou moins, mais il avait dit que l'Algérie était à quelques doigts, 2 doigts, voilà c'est l'expression qu'il a dite, pour voter ce texte. Tout simplement parce qu'il voulait biffer l'expression souveraineté marocaine au niveau du préambule. Sachant bien, je ne sais pas, je suis un juriste et
je sais que dans le cas de l'interprétation, il y a ce qu'on appelle l'interprétation textuelle et intertextuelle. Le préambule fait partie de la structure globale du texte et il a la même valeur que le dispositif. Soyons clairs, lucides par rapport à ce point-là, le préambule n'a pas seulement une fonction subsidiaire ou complémentaire et il ne saurait se détacher du corpus essentiel, c'est-à-dire du dispositif. Troisième point, la résolution 2797 serve-t-elle de base politique, entre guillemets, que je mets cette expression, et par extension juridique? Alors, pourquoi je dis par extension juridique? Parce que depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, et notamment au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, eh bien, le Conseil de sécurité s'est donné plus ou moins une fonction dite normative par extension, et beaucoup de juristes ont disserté sur ça, quoique il n'y a pas d'unanimité, c'est-à-dire la question du pouvoir normatif du Conseil de sécurité. Je vous donne tout simplement un exemple édifiant, me semble-t-il. En 2011, avec la résolution 1970 et 1973, surtout la deuxième, eh bien, le Conseil de sécurité s'est fondé sur un principe clé qui s'appelle la responsabilité de protéger, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005 et qui s'appelle donc Responsibility to Protect et qui a fini par intervenir évidemment au niveau de la Libye, en écartant Muammar al-Kadhafi. Évidemment, il a délégué cette mission à l'OTAN dans le cadre de ce qu'on appelle les arrangements régionaux, conformément au chapitre 8. Et donc, par extension juridique, de nature à conférer aux investissements étrangers, parce que ça a été dit par Sa Majesté le Roi dans son discours du 31 octobre dernier, quand il a parlé de l'extension des investissements économiques au Sahara marocain. Donc, conférer à ces investissements au Sahara marocain, une légalité dite de facto et une légitimité. Vous savez, je fais attention aux expressions. Je sais que le droit est une science normative, très, on va dire, quasiment exacte. Pourquoi? Parce que dernièrement, avec l'échange de lettres qui a eu lieu entre le Maroc et l'Union européenne, il était question de distinguer, juste par rapport au dernier point d'expédition, les exportations en provenance du Sahara marocain, juste à des motifs d'information des consommateurs européens, pour vous dire qu'on n'est pas encore sorti définitivement des problématiques en termes d'ambiguïté concernant ce sujet-là. Quatrième point, ma réponse est nuancée, rien n'est moins sûr. Et le problème juridique n'est pas pour autant résolu, tant il est programmé, c'est-à-dire la question du Sahara, elle est programmée au sein de la 4e commission, c'est-à-dire le comité de décolonisation. Et là, ça me pousse à poser la question, quel est le lien entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies? Vous savez, dans la charte, et merci encore une fois à l'ambassadeur Luishki qui a rappelé l'article 25 de la charte, qui dit que les décisions adoptées par le Conseil de sécurité, que ce soit dans le cas du chapitre 6 ou dans le cas du chapitre 16, sont obligatoires. Et donc, on peut dire que les résolutions doivent être exécutées de bonne foi. Ça, c'est extrêmement important. Cependant, ça pose le problème des articulations entre plusieurs niveaux, des instances onusiennes. Il est vrai aujourd'hui que le Conseil de sécurité, depuis 2001, je le rappelle, s'est saisi de la question dans le cadre de la recherche d'une solution, encore une fois, politique, etc., mais qui peut être opérationnalisé par divers procédés. Ceci dit, la question du référendum, à mon avis, en mon humble point de vue, n'est pas pour autant enterrée. Cinquième point, clarification nécessaire, deux alinéas que j'ai mis juste pour partager avec vous le fond de ma pensée. Quel est le statut réel aujourd'hui du Polisario? Les populations dites réfugiées représentent-elles authentiquement ou représentent-ils, parce qu'il s'agit du Polisario, les populations? Alors, quand on dit dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité pourvoir à l'autodétermination du peuple singulier du Sahara occidental, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que cela inclut les populations marocaines du Sahara? Évidemment, ça va de soi, par extension, ou bien seulement il y a une espèce que je mets entre guillemets exclusivité par rapport au Polisario qui se targue de dire depuis quelques années qu'il est le représentant légitime des populations concernées. Alinéa B, dans tous les cas, la détermination des populations, que j'appellerai expatriées, est une condition sine qua non préalable à toute solution, y compris en vue de leur réintégration au sein des régions sahariennes. Et ça va être un big challenge pour le Maroc. Énormément de travail qui va naître à la suite, si, évidemment, on sera
optimiste et réaliste, on pourrait préconiser un retour progressif, mais ça va poser énormément de questions en termes d'intégration sociopolitique, etc., etc. Sixième point, le référendum, dans ce cas, après recensement, est-il encore une option envisageable? Si oui, si non. Alors, je vous laisse réfléchir avec moi, tout simplement parce que même dans le cadre du plan d'autonomie, eh bien, le Royaume dit que ce plan devrait être entériné par référendum et que donc les populations sahariennes devraient donner leur accord par rapport à sa validation. Quelles en sont les alternatives pour sortir du blocage et éviter tout risque d'escalade? Puisqu'il s'agit de rappeler que le cessez-le-feu de 91, depuis 2020, a été transgressé, notamment par les agissements irresponsables des milices polysariennes. Autre point, quelle capacité au pluriel d'absorption, d'intégration, d'inclusion des populations en cas de leur retour? Ici, la nouvelle architecture régionale. Alors, je ne sais pas si on doit parler de 2 régions ou 3 régions. Est-ce qu'on doit parler de Glmim ou Adnoun, Saqi al-Hamra ou Ad-Dahab, ou uniquement Saqi al-Hamra ou Ad-Dahab? Ça pose des questions par rapport à l'étendue territoriale. Et ce sont des questions, je pense, aussi de droit constitutionnel que je laisserai évidemment les grands juristes constitutionnalistes parmi nous traiter. Autre point, évolution potentielle. Toujours, je pars de l'existant, c'est-à-dire après l'adoption de la résolution 2797. Dans 6 mois, un bilan d'étape va être présenté par l'envoyé personnel, M. Staffan de Mistura, pour évaluer de façon stratégique la marche, l'avancée des pourparlers. Et évidemment, les informations qui ont circulé, c'est que ces pourparlers se tiendront aux États-Unis. Et on sait très bien que M. Donald Trump, qui a été félicité par le souverain, devrait user de son ascendant pour influer, pas lui-même directement, mais ses conseillers, envoyés personnels, etc. La question de la relation entre le Maroc et l'Algérie, une réconciliation, point d'interrogation. À mon avis, c'est un scénario qui est lointain, pour ne pas dire très lointain, partant de l'existant et partant des indices sur le terrain. Contentieux saharien, c'est un contentieux qui est très vieux. Les historiens, ce matin, ont donné beaucoup d'éléments par rapport aux frontières de l'Est, etc. On le sait très bien. Mais Sa Majesté aussi avait dit que la mouture de 2007 allait être revue et corrigée de telle sorte qu'elle puisse inclure plus de détails sur la question de la gestion des ressources naturelles, la fiscalité, la configuration des institutions, le Parlement, le gouvernement, la fiscalité, la politique étrangère, la défense, sécurité, j'en passe. Nous avons également quelques points, là il me reste 2 minutes et demie. Alors, les prochaines résolutions vont être déterminantes et décisives. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour qu'il y ait évolution probable, dans un sens positif à mon avis, il y a 2 acteurs majeurs qui devraient jouer un rôle positif et agissant pour faire évoluer la doctrine de l'autodétermination au sein de l'ONU, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Évidemment, il s'agit de la Chine et de la Russie, d'où la question de l'effectivité, le pragmatisme, le réalisme, le développement effectif, etc., en termes de capacité, c'est-à-dire tout simplement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Bourita, le ministre des Affaires étrangères sur 2M, quand il a parlé, entre autres choses, de cette doctrine d'autodétermination qui ne devrait pas seulement être lue au regard de la charte onusienne, c'est-à-dire l'article 1er, paragraphe 2, mais au regard aussi, certes, la résolution 1514 du 10 décembre 1960, mais aussi les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels. En la matière, l'attractivité territoriale est un atout majeur. C'est pour cela que j'ai titré mon intervention ainsi. Peut-être même le point le plus décisif, c'est-à-dire la question de la territorialisation des politiques publiques, les projets structurants, la connectivité, pousseront des acteurs majeurs à venir et investir, conférant de facto la légalité de la marocanité du Sahara. Évidemment, je traite d'acteurs majeurs, je pourrais parler du Brésil, par exemple, etc. Alors, perspective régionale en termes d'intégration sud-sud, les territoires sahariens comme un pôle d'attraction, cela constitue le point pour une projection régionale, évidemment, du Maroc par rapport à son environnement immédiat, l'initiative atlantique, l'optimisation de la façade atlantique, le gazoduc, etc. Conclusion, à mon avis, plusieurs forces vont se combiner à l'avenir pour aboutir définitivement à un règlement. Alors, je dirais règlement politique qui puisse, etc. Vous connaissez
la chanson, excusez-moi de l'expression, mais des actions doivent être prises sur le terrain. D'abord, en termes de renforcement du lien et de la confiance entre le pouvoir et les populations concernées, les actions diplomatiques majeures, c'est-à-dire l'extension des cercles des soutiens diplomatiques du Maroc, faire pousser les prochaines résolutions vers plus de clarté et de fermeté. Il y a quand même un brouillard, d'ailleurs le brouillard, on l'utilise aussi en intelligence artificielle. Quand on lit la résolution, peut-être, c'est Loulich qui va me contredire, mais de toutes les manières, nous sommes complémentaires. Je vous provoque déjà. Mais le Maroc aura ainsi œuvré pour le changement, l'adaptation de la doctrine de l'autodétermination au sein de l'ONU, qui d'ailleurs, l'autodétermination n'est pas un dogme, mais c'est un principe qui est flexible. Merci beaucoup.